Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 7 juin 2022 et hier a eu lieu la conférence annuelle d'Apple d'ouverture de l'ensemble des conférences dédiées aux développeurs. On va vous parler d'iOS 16, de macOS Ventura, d'iPadOS, de WatchOS 9, d'un peu de domotique, d'un peu de voiture, du nouveau processeur M2, des nouveaux MacBook Air. On vous parlera pas vraiment de casque de réalité virtuelle, quoique, allez savoir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour parler de tout ça, il me fallait du renfort, il me fallait la crème de la tech à la pomme, avec la présence de mon confrère de podcast Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu ? Et là, je suis vraiment rouge de honte, la crème de la crème, franchement. Bonjour, ça va bien. Oui, je suis très heureux d'être avec toi dans ce lendemain de keynote. On a déballé beaucoup de cadeaux de Noël dans mon coffre. T'as raison. Alors c'est vrai que tu animes Apple différemment, donc ton exercice de suivi de ces conférences est soutenu, et donc merci beaucoup de répondre présent à l'invitation, Matt. On devait rejoindre notre ami, c'est plutôt notre ami Léo Duff qui devait nous rejoindre. Le pauvre, alors il m'a demandé de transmettre le fait qu'il trouvait iOS 16 très bien, mais qu'il n'aimait pas les dentistes. Donc je vous laisse en déduire un petit peu ce qui lui arrive, le pauvre, et on lui fait un petit coucou. On va donc largement vous parler des annonces Apple dans cet épisode, et si vous êtes allergique, vous pourrez vous assurer d'être abonné à Tech Café pour retrouver Guillaume Polchaspala dans l'épisode de Tech Café Weekend dans quelques jours. On vous parlera des autres infos tech à pas manquer. Mais avant donc de parler de ces annonces d'Apple, je me dois de vous rappeler que votre soutien, forcément, il est vital pour Tech Café. Vous avez la possibilité de prendre part à l'émission, non pas en souscrivant des actions comme on ferait pour une entreprise, mais le parallèle est presque là. Il s'agit de vous abonner à la page Patreon, patreon.com/techcafé. Vous contribuez pour le montant que vous souhaitez, vous bénéficiez en échange d'un flux privé du podcast qui vous permet de profiter des émissions sans la pub. Et merci au passage aussi de continuer à faire savoir à quel point vous aimez Tech Café en déposant un avis sur les apps de podcast. C'est David qui a déposé un avis récemment, et il a dit un petit coucou de Seattle où je vous écoute depuis les Microsoft Headquarters. Donc ne changez rien, les deux Guillaume, vous êtes au top. Merci beaucoup à toi de nous écouter, de nous suivre et d'avoir déposé un petit avis positif à l'égard de Tech Café. Matt, avant qu'on déroule le détail des infos et qu'on puisse s'attarder un petit peu sur les choses qui nous ont marqué, je veux bien peut-être éventuellement que tu me dises déjà ton impression globale sur la conf, sur la vidéo, la diffusion qui a eu lieu, un petit sentiment global qui peut être une espèce d'analyse un peu que tu en fais, ou s'il y a des choses d'entrée de jeu que tu veux absolument pas laisser passer et qui méritent d'être mentionnées dès le départ. On va en parler un petit peu plus tard, mais l'Apple Car est arrivé. Pour moi, c'est évident, même s'il y en a qui disent le contraire. C'est mon opinion. Bon, alors. D'une manière générale, c'est toujours formidable. La diffusion, on se répète. J'ai aimé, j'ai regardé du coin de l'œil la conférence. J'ai réécouté des bouts qui m'ont vraiment intéressé, puis notamment ce que je viens de mentionner pour CarPlay, mais évidemment, j'étais heureux parce que pour moi, le logiciel, ça nécessite pas nécessairement de racheter des devices. Et là, on voyait du logiciel. Alors, on parlait d'iOS, les iPhones, le logiciel sur l'iPhone, le logiciel sur votre montre, le logiciel sur votre iPad, sur votre Mac. Et ça veut pas nécessairement dire qu'il faut racheter. Faut juste évoluer. Et puis moi, je me réjouis toujours de la WWDC dans cette optique-là. Ouais, ça donne quand même envie d'avoir un iPhone avec un écran Always On. On va en reparler tout à l'heure. Les évolutions de l'écran de verrouillage sont intéressantes. On va regarder ça ensemble. Écoute, de mon côté, juste pour vous partager un petit peu un sentiment, je pense qu'on peut peut-être relayer le fait que c'était une conférence forcément intéressante quand on s'intéresse aux produits Apple, mais pas forcément marquante, pas forcément à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire des conférences, de très bonne qualité forcément en termes de communication, mais dans les changements tech, j'ai pas senti un mouvement fort. Tu parlais de la voiture, on va en reparler tout à l'heure en détail, mais je trouve que ça reste encore timide et pas forcément encore très convaincant. Et puis surtout, moi je faisais partie des naïfs qui espéraient peut-être avoir des choses plus concrètes tournées autour de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Il y a
Reality OS qui est là un peu en trame de fond des conférences avec une actualisation de ARKit, donc les interfaces de développement pour la réalité augmentée, mais pas de choses marquantes. Moi, j'aurais rêvé, tu vois, qu'on puisse avoir une vidéo qui nous montre un casque de réalité augmentée. Ce sera pas pour cette conférence-là, il faudra attendre encore quelques temps. J'ai été aussi marqué par le fait que, pour moi, Apple Pay va être donc largement plus intégré. Ils en ont parlé à plein de reprises, en fait, notamment dans iOS 16. Je me pose quand même la question des régulateurs, parce qu'il y a quand même un grand vent de régulation de la part de l'Europe, mais aussi les États-Unis qui souhaitent s'immiscer un petit peu dans cette démarche pour encadrer certaines pratiques qui pourraient être considérées comme déviantes et allant un petit peu au-delà de ce qu'on est en droit d'attendre de la part des entreprises. Et quand je vois qu'Apple Pay va intégrer autant ces systèmes de paiement et même proposer, on va en reparler tout à l'heure, des systèmes de paiement échelonnés en 4 fois sans frais, grosso modo, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça va pas heurter le regard des régulateurs. Et puis, je sais pas, j'ai presque envie de le mentionner tout de suite, c'est un vrai petit coup de cœur pour moi, de Stage Manager, qui est une nouvelle interface de gestion des fenêtres que je trouve très cool. Parce que donc elle va arriver sur macOS et sur iPadOS dans les prochaines versions, on va en reparler encore tout à l'heure. Et je sais pas à ce stade si c'est un effet waouh et quelque part un game changer, hein, ce qui représentera un avant et un après les interfaces de fenêtres, ou si ça va être une fausse bonne idée. On verra. Et là, il faudra laisser passer quelques semaines, voire quelques mois, pour se rendre compte à quel point ça va nous convaincre. Matt, on va les prendre dans l'ordre de la conférence ou presque. On va commencer avec iOS 16 et je vais lister peut-être assez vite en fait les différentes fonctionnalités. Sans toi libre de me couper, mais je te propose qu'on liste un peu en mode mitraillette toutes les annonces, si tant est que ce soit compréhensible. On va faire en sorte que ce le soit en tout cas. Et puis on reviendra après, on apportera nos petits avis personnels. Alors, il est difficile de passer à côté d'un nouvel écran de verrouillage qui offre de la personnalisation sur votre iPhone avec la nouvelle version d'iOS. Vous allez pouvoir changer des éléments de couleur, des éléments de police. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire pour iOS, mais qui évidemment va faire pas mal sourire les utilisateurs d'Android qui sont habitués à personnaliser très largement leur système d'exploitation de leur smartphone depuis des années maintenant. On a une personnalisation notamment au travers de widgets qu'on va pouvoir avoir sur l'écran de verrouillage de l'iPhone, avec, je trouve, dans l'ensemble, pour tous ces éléments-là, un esprit très Apple Watch. On sent qu'ils ont pris beaucoup d'expérience avec ce qu'ils ont réussi à intégrer dans les interfaces de la montre pour les rajouter dans l'écran de verrouillage de l'iPhone. Les notifications vont être rassemblées en bas de l'écran sur, là aussi, l'écran verrouillé. À voir si ça va pas perturber les utilisateurs d'avoir des notifications rassemblées en bas sur l'écran de verrouillage et en haut dans le reste de l'interface. On a notamment d'ailleurs des widgets de contenu interactif, notamment de la diffusion en live d'événements sportifs par exemple, ou d'interfaces de contrôle de musique, en fait un petit peu comme on l'a aujourd'hui, sauf que ça va être un petit peu redesigné. On va avoir la possibilité d'avoir ces écrans de verrouillage qui s'adaptent avec les différents modes de concentration. Petite parenthèse pour dire que je n'ai toujours pas réussi moi à adopter dans mon quotidien les modes de concentration. Vous savez, c'est ces espèces d'ensemble de paramètres qui contrôlent les notifications et les comportements des applications en fonction, voilà, si vous voulez mettre votre appareil en mode repos, en mode activité sportive, travail, etc. Tu nous diras, Matt, si tu utilises ce genre de choses. On va avoir l'équivalent dans les apps, donc ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser le comportement à l'intérieur même des applications pour refléter là aussi ce qu'on a choisi en matière de mode dit de concentration. Qu'est-ce qu'on peut relever encore? On a des petites choses toutes bêtes, mais on se demande pourquoi elles n'ont pas été intégrées plus tôt, notamment la dictée vocale qui ne va pas remplacer le clavier de saisie virtuel dans le texte. On va avoir le live text dans les vidéos, donc il suffira de prendre une vidéo et comme c'est le cas pour les photos aujourd'hui, d'avoir la reconnaissance du texte en mode donc OCR, Optical Character Recognition, comme disent les anglophiles. On a les Français. Les Français, t'as raison. On a la recherche visuelle qui est donc améliorée. On a aussi le fait de pouvoir détourer les animaux, les personnes, les objets. Donc un peu comme ce site que vous connaissez probablement, un remove.bg, qui permet de retirer en un glissé d'image l'arrière-plan et donc de faire un détourage sur base d'intelligence artificielle.
des nouveaux états qui prennent en compte les pièces d'identité dans Wallet, donc la petite interface de gestion des cartes dans l'iPhone. Avec la possibilité d'ailleurs de partager des cartes et on va dire des interfaces d'accès, par exemple pour la domotique via les services de messagerie. On va avoir la possibilité d'encaisser avec Apple Pay depuis son iPhone en fait des cartes bancaires avec des fournisseurs spécifiques. Donc là aussi il va falloir attendre un petit peu d'intégration de la part des services bancaires pour qu'il y ait de la compatibilité qui se mette en place. Pay Later, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la possibilité de payer en 4 fois sans frais, je crois, partout là on peut payer avec Apple Pay. La possibilité de suivre vos colis quand vous payez avec Apple Pay. Moi, j'utilise Parcel, on vous l'a dit dans Real Life. J'aime beaucoup Parcel, peut-être que ça va le remplacer, en tout cas à chaque fois que je paierai avec Apple Pay. On a Cocorico la France qui, à défaut d'intégrer Apple News Plus dans les services disponibles, on va avoir au moins une nouvelle version de plan qui va arriver, donc qui intègre, ça avait été annoncé dans les précédentes versions d'iOS, les parcours à vélo, les vues à 360 degrés, l'intégration des tarifs des transports en commun. On a donc plein de choses qui vont pouvoir enfin évoluer avec Plan en France. On a des éléments intéressants dans sport. Alors notamment, j'ai remarqué que tous ceux qui aiment la course vont être à mon avis ravis. La course à pied parce que Activité va intégrer vachement plus de choses. Family Sharing va permettre de simplifier un petit peu la façon dont se fait les contrôles parentaux avec les devices des enfants notamment, avec les limites de temps d'utilisation et un embarquement probablement plus pratique. Enfin, un partage familial des photos sur iCloud Photos, donc hyper facile de se partager au sein d'une même famille les photos. Évidemment, plus de gestion dans la confidentialité de vos accès avec plus d'intuitivité, j'allais dire, pour gérer la coupure d'un partage. Par exemple, votre localisation, en fait, en un clic, vous allez pouvoir désactiver tous les éléments de partage type localisation, type partage d'accès que vous pourriez avoir mis en place avec des personnes. Mais il y a encore énormément de choses qu'on pourrait lister, notamment Quick Note que vous avez déjà sur iPad qui va arriver sur iPhone, plus de personnalisation dans Memoji. Bref, je m'arrête là parce que c'est vraiment une liste interminable dans laquelle on pourrait rentrer en détail, mais ce sera impossible de le faire dans un podcast d'1 heure. Matt, qu'est-ce qui t'a marqué et sur quoi tu voudrais revenir, toi? Il y a plein d'éléments qu'on attendait. On avait fait un épisode avec Audrey sur beaucoup de choses qu'on souhaitait voir, que ce soit pour iPadOS d'ailleurs ou les autres plateformes. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il n'y a pas des trucs où je me suis dit « Oh, wow! Ils y ont pensé et j'y avais pas pensé. » Pas que je suis intelligent, c'est pas ça du tout. Mais tu sais, quand on lit beaucoup d'articles par rapport à l'écosystème d'Apple, ça arrive souvent. Qu'il y ait des articles qui disent bon, mais ce qu'on souhaite voir, il y a beaucoup de YouTubeurs qui font ce type de choses-là. Et il n'y a pas nécessairement des trucs où j'ai fait comme je m'y attendais pas. Il y a par contre des affaires où je me dis OK, c'était vraiment nécessaire, c'était pas la top priorité, mais bon, OK, c'est fait. Évidemment, la personnalisation de l'écran d'accueil, ça va en plaire plus d'un au niveau de l'esthétisme de tout ce qu'on peut faire. Évidemment, ils ont travaillé plusieurs années sur l'Apple Watch pour les complications. Alors, c'est chouette de voir ça arriver. Ça révolutionne pas vraiment tout ça, mais il y a encore une fois plein d'applications qui vont faire comme « Oups, on a perdu notre modèle d'affaires », comme des photos où on peut retirer le background. Des photos où on peut analyser, exemple, le texte dans des vidéos, des applications, je veux dire, pour analyser des choses comme ça. Alors, moi, ce qui m'a marqué, pas vraiment grand-chose sur l'iPhone, toujours des nouveautés. On peut faire un clin d'œil à Twitter. Modifier des iMessage, on peut le faire. On peut le faire, Guillaume. Tiens-toi bien. On peut modifier un message et on va le faire dans iMessage. On peut les supprimer quand ça n'a pas été lu. Plein de bonnes choses. Au niveau de tout ce qui est paiement, j'aimerais y revenir parce que on sait qu'en ce moment, que ce soit Mastercard ou que ce soit Visa, se cherche. Il y a un vent de mécontentement au niveau des commerçants qui payent beaucoup de frais avec les cartes de crédit Mastercard et Visa, tout le moins en Amérique du Nord. Et beaucoup se demandent l'utilité encore de ces
passerelle-là quand il y a maintenant des nouvelles façons de payer directement via ton compte en banque ou même directement via des services numériques. Fait que je comprends qu'ils y aillent de plus en plus, qu'on partage de l'argent entre téléphones, qu'on puisse aussi faire des paiements divisés. Hein, on peut faire ça maintenant avec Pay Later d'Apple Pay. Ça dit beaucoup de choses sur l'économie, ça dit beaucoup de choses sur la consommation. Avant, tes parents te diront, moi j'attendais d'avoir l'argent pour me l'acheter, et puis maintenant, tu n'as plus besoin, puis en plus tu peux le mettre dans ton budget parce qu'ils vont le diviser en 4 avec Apple. On peut le faire avec dans tous les éléments, pratiquement tous les éléments importants sur l'Apple Store. Au niveau d'Apple Pay, je peux comprendre le mouvement, je peux comprendre qu'il continue, je peux comprendre qu'ils veuillent peut-être se substituer peut-être aux cartes de crédit et continuer d'intégrer toujours des éléments natifs dans la plateforme. Plan, rien de nouveau, de plus en plus utilisé dans mon cas. J'ai supprimé tout ce qui est Google. Moi, ce que j'ai été surpris, c'est de ne pas voir, par exemple, on en avait parlé, un moteur de recherche chez Apple qui devait arriver. Ça, j'ai été surpris de ne pas voir ça. J'ai été surpris de ne pas voir, comme tu disais, d'éléments de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Mais au niveau du téléphone, plein de nouveautés qui auraient dû être là depuis longtemps, qui arrivent maintenant. De l'amélioration dans Mail, par exemple. Hein. On peut maintenant envoyer plus tard des courriels, des mails, des modifications dans les messages. Bref, bonne mouture, pas transcendante, rien pour révolutionner incroyablement les choses. Je pense que tu n'es pas vraiment là dans la conférence, ce qui allait beaucoup révolutionner l'amélioration. Ouais, c'est de toute façon difficile aussi de faire vraiment mûrir plus que de raison iOS désormais. Et puis bon, comme c'était annoncé en début de conférence, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de grosse révolution. Pour autant, c'est vrai que l'écran de verrouillage qui évolue, c'est un petit truc marquant dans l'histoire d'iOS, hein, pas dans l'histoire des smartphones. Dans l'histoire d'iOS, c'est un petit truc marquant. Il y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est qu'Apple capitalise beaucoup la crédibilité et la notoriété de ses produits sur le fait que, grosso modo, quel que soit l'usage que vous en faisiez, ça marche. Bon, c'est à double tranchant, hein, et on l'a largement critiqué dans Tech Café à plusieurs reprises, mais il faut reconnaître que iOS est tellement fermé que, grosso modo, il marche. Il y a très peu de chances que vous alliez activer un paramètre dans les réglages qui, profondément, va vous empêcher d'utiliser votre smartphone. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il continue à fonctionner, à capitaliser, bien entendu, à nos risques et périls. Mais pour autant, ils arrivent à faire évoluer l'écran de verrouillage. Et je pense que c'est pas neutre. Alors, c'est assez, encore une fois, anecdotique dans le monde des smartphones, mais dans l'univers d'Apple, c'est pas neutre parce que parvenir à offrir de la personnalisation sans remettre en question, d'une part, la restitution graphique d'iOS au premier coup d'œil qu'il peut y avoir. L'écran de verrouillage, c'est quand même la première chose qu'on voit sur un iPhone quand on croise des gens qui en utilisent dans la rue, autour de nous. Et sans remettre en question le fonctionnement pour que ça reste ce côté très intuitif et très fiable, c'est peut-être un petit élément qui, sur le plan historique pour Apple, est suffisamment marquant pour être souligné. On est d'accord, hein, tous autant qu'on est là dans cet épisode. C'est pas la révolution de la tech, mais dans l'histoire d'Apple, c'est un petit coup de pouce intéressant en tout cas. C'est quand même assez, d'année en année, de faire évoluer, d'améliorer, d'ajouter de l'innovation incrémentale, comme le dit Léo Dove dans ses vidéos. C'est la force d'Apple. Et de le faire dans une cohérence produit esthétique, c'est quand même assez bienvenu. Là. Quand on va voir d'autres crèmeries, peut-être d'une année à une autre, on change les interfaces, on change les boutons, on change la disposition. Là, il y a une cohérence et une évolution, ce qui fait que les gens ne sont pas perdus quand ils arrivent sur un iPhone. Par contre, est-ce que toutes ces nouvelles fonctionnalités-là vont servir la majorité? Non. Je pense qu'on est tellement abouti dans le produit iPhone que là, on en est à faire plaisir les exceptions, les gens qui veulent leur petit gadget. On n'en est plus à la masse. L'iPhone est abouti. Ça fait longtemps, on le répète pas assez, mais c'est beau.
Bon, je vais le dire, mais c'est pour faire de la réaction. Vous allez pouvoir le mettre dans les notes de commentaires. L'iPhone, c'est le meilleur téléphone. Point. Ouais, je me fais l'avocat du diable en disant que même Android est tellement abouti que maintenant les évolutions vont contenter quelques personnes à marge. Mais moi, je pense que globalement, tu as raison. Tu soulignes effectivement la direction qui est assez partagée, je pense, de tous. Bon, ouais, quand même aussi des trucs cool, mais la possibilité d'avoir des espaces de partage de photos familiaux intelligemment fait, je pense. Ça reste très cool. C'était possible avec Google Photos, encore une fois, très intuitivement, mais c'est un des éléments importants qui manquait dans la gestion d'une bibliothèque photo sur iCloud pour l'iPhone, pour iOS, qui est désormais intégré beaucoup plus naturellement. Et tout ça fonctionne évidemment pas juste sur un iPhone. Sur un iPad, sur un Mac, la cohérence est là. Oui. Absolument, il y a des applications dont on va reparler après qui sont qui seront dispo aussi sur iPhone et tout ça. Une petite rubrique très rapide autour de la maison pour dire que Apple a souligné deux choses. Quelque chose qui va intéresser les collègues de Tech Café Domotique, mais la nouvelle application maison qui est redesignée. En fait, je trouvais pas l'application liée à la domotique maison très bien foutue. Honnêtement, je l'ai jamais beaucoup appréciée. Je suis pas certain que la nouvelle version me fasse adorer l'interface domotique sur l'iPhone. On va le reconnaître quand même bien mieux que la précédente version. En tout cas, en image, elle paraît beaucoup mieux. Donc voilà, en tout cas, redesign de l'interface de l'application liée à la domotique. Et puis, ils ont parlé aussi du protocole Matter, donc qui est tout à la fois un mode de proposition de communication pour les objets connectés, mais aussi une entité cross-entreprise, donc qui rassemble à la fois Apple, Google, Amazon, il y en a plein en fait qui travaillent derrière Matter. Et leur ambition, c'est évidemment de favoriser l'accès au plus grand nombre à la domotique, parce qu'aujourd'hui, un des principaux freins au fait de connecter sa maison, c'est il faut avoir des trucs qui se parlent entre eux, quoi. Et il faut reconnaître que ça reste hyper compliqué. Vous pouvez bien entendu écouter Tech Café Domotique pour en savoir un petit peu plus, mais vous êtes aussi en droit d'espérer que les constructeurs travaillent à plus d'unicité. Et pourquoi Apple en a parlé, c'est qu'ils ont mis en avant, est-ce de la com, est-ce un vrai fondement technique? J'ai tendance à penser que c'est quand même légitime. Ils ont beaucoup poussé sur le fait que Matter soit construit sur le socle en matière de sécurité, en matière de fonctionnement, tel qu'il est adopté aujourd'hui pour HomeKit, donc l'interface de domotique d'Apple. J'ai l'impression quand même qu'ils ont été assez initiateurs dans ce domaine-là. Évidemment, les autres entreprises sont aussi très présentes sur ce sujet-là, mais je pense qu'effectivement, ils ont beaucoup poussé sur leur socle parce qu'il est aussi très apprécié, leur socle domotique chez Apple. HomeKit, je pense que qu'on aime Apple ou pas, c'est quelque chose qui quand même globalement marche bien et à l'épreuve d'une certaine sécurité. Je sais pas si c'est un truc qui t'a particulièrement marqué, toi, Matt. Je sais pas quel niveau de domotique tu as chez toi. En fait, dernièrement, les caméras, alors j'ai souscrit à iCloud Plus qui me permet de sauvegarder mes enregistrements vidéo de caméras de sécurité dans le cloud d'Apple. Et, c'est quoi tes caméras? C'est des EFI de chez Anker. Ils sont rares, les caméras. Il y a Logitech, en fait, Logi maintenant qui en fait. Ils sont pas très, très nombreuses qui sont compatibles. Et probablement qu'il me manque un PhD en mathématiques avancées de Stanford pour essayer de comprendre comment réussir à sauvegarder mon cloud, en fait mes vidéos dans le cloud. Pour moi, c'est un aveu, pas d'échec, parce que c'est correct pour allumer une lumière, une ampoule, c'est bien, mais quand on commence à avoir des trucs un petit peu plus évolués, des caméras de sécurité, du chauffage, comme j'ai chez moi, des prises électriques ou c'est compliqué. Ouais. Puis HomeKit, même si on achète les produits certifiés Apple, c'est pas garant de fonctionner comme il faut. Les menus sont compliqués, certes, l'interface était à revoir, c'est assuré. Mais en plus de ça, il y a des problèmes techniques. Il y a des choses qui arrêtent de fonctionner. Tu as des notifications sur tes montres, ton téléphone. Toute la maison a des notifications quand il y a des concentrateurs qui s'éteignent, qui se rallument. Il y a des choses juste farfelues. Et s'il y a un truc qui est gênant en ce moment pour Apple, je pense que c'est Home. Même si, OK, l'écosystème pour les développeurs HomeKit est bien développé, puis c'est peut-être facile à intégrer pour un développeur,
Ben, pour le commun des mortels, et je suis quand même assez technophile, ben, il y a des choses que j'arrive pas à bien faire fonctionner chez Apple et qui sont un vrai calvaire. Alors, Home, ben, un gros pouce en bas, c'est vraiment un produit, pour le moment, que j'aime pas, que je comprends pas, et je me réjouis de voir la nouvelle interface, mais j'ai quand même crainte que c'est pas juste là, au niveau de l'interface qu'il y a des problèmes. Si vous voulez mettre des lumières, les connecter ou connecter votre thermostat, il y a de bonnes raisons de penser que vous allez y arriver et que ça va plutôt bien fonctionner. Mais dès qu'on veut me faire des choses un tout petit peu plus avancées, un tout petit peu plus évoluées, avec des imbrications, quelles que soient les solutions, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des solutions qui sont plus ou moins ouvertes que vous pouvez mettre en place. Tech Café Domotique, encore une fois, ils sont là pour le dire mieux que nous, je pense. Mais ça reste pas, il faut le reconnaître, très simple d'accès. Ça, c'est sûr. C'est pour moi, personnellement, même si je fais attention d'acheter des produits designés pour fonctionner sur Home, Oui. malheureusement ou heureusement, les seuls moyens de les faire fonctionner simplement, ben, c'est dans l'écosystème d'Alexa pour moi. Ouais. Il faut que je sorte de mon écosystème. Alors, c'est avec les enjeux que ça porte sur les données personnelles, mais il faut que je sorte de mon écosystème. Allez, on repassera pour la révolution de la domotique. Matt, je sais que tu as une nouvelle moto. Je me réjouis de t'imaginer comme ça sur les routes ensoleillées du Québec, en train d'avaler le bitume, comme on dit. Est-ce que tu as CarPlay sur ta moto? Je sais qu'il y a des motos qui ont CarPlay. Elles sont rares, les motos qui ont CarPlay. Je sais que chez... T'avais regardé? Oui, chez Honda. Il y a les grosses Goldwing. Alors, si vous voyez dans votre image, là, c'est pas des grosses Harley, mais c'est quand même une très, très grosse moto qui permet d'avoir une espèce d'autoradio. Voilà, c'est une motoradio. Je vais essayer de prendre le bon terme, d'un diamètre de conséquent. Alors, juste ces grosses motos-là. Alors, il y a de l'Africa Twin chez Honda que j'ai vu. Il y a certaines motos au niveau, je pense que c'est Indian qui font ça, mais c'est très rare. Ça prend quand même une grosse moto pour pouvoir avoir ce dispositif-là d'Apple CarPlay. C'est pas encore bien adapté là-dedans. Par contre, qui dit qu'un jour, il n'y aura pas d'évolution parce qu'ils nous ont présenté un peu ce qu'ils vont vouloir faire d'ici 1 an, 2 ans avec l'interface des véhicules. Et moi, ça m'a scotché. Oui, Google a commencé aussi des trucs, mais on ne parle pas de Google aujourd'hui, on parle d'Apple. Chaque chose en son temps, on reparlera de Google. Effectivement, ce qu'ils ont annoncé, c'est un aperçu. Alors, d'après la temporalité qui a été communiquée durant la conférence, il s'agirait de véhicules qui intégreraient cette version de CarPlay, qui pourrait être, annoncés fin 2023. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu d'avance. De quoi s'agit-il ? Plus que le petit écran que vous avez l'habitude de voir et qui est une interface adaptée d'iOS depuis votre smartphone à la voiture, il s'agit pour cette nouvelle version de CarPlay d'avoir plusieurs écrans qui intègrent CarPlay, mais presque plus que ça, j'ai le sentiment que ce qui a été présenté, c'est le remplacement de l'interface visuelle et l'interface homme-machine entre la voiture et le conducteur et les passagers, et donc de se substituer aux interfaces des constructeurs. Le message, il était... Vous, constructeurs, aujourd'hui, vous aviez l'interface utilisateur que vous construisiez en même temps que la voiture. Et par-dessus, vous rajoutiez l'interface CarPlay qui était quelque part une option ou une partie de cette interface qu'on vous fournissait et qui permet d'interfacer le téléphone. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller un cran plus loin et d'aller s'interfacer directement plus en profondeur sur la voiture et de gérer la restitution de la vitesse, la restitution de, bien sûr, du GPS en intégrant toute l'interface graphique aux écrans de la voiture et évidemment en faisant évoluer CarPlay. Il y a des sentiments très mitigés là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux. Je me suis assez intéressé sur les conversations qu'il pouvait y avoir là-dessus. Graphiquement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le travail est bien fait et que voilà, visuellement, de la part d'Apple, c'est propre, que c'est enthousiasmant. Il y a des éléments de personnalisation en plus, donc on est dans la continuité de ce qui a été annoncé pour l'iPhone. En revanche, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ça reste pas trop compliqué? Est-ce que c'est vraiment la raison d'être d'un CarPlay? Est-ce qu'on peut raisonnablement faire confiance à Apple quand il nous dit proposer une interface logicielle sur du matériel
qu'ils ne maîtrisent pas, en tout cas intégrés autant en profondeur. Il y a beaucoup aussi de scepticisme, mais quelque part c'est valable pour cette nouvelle version de CarPlay comme pour beaucoup d'interfaces graphiques qui sont proposées par les constructeurs sans Apple aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment besoin, quand on est au volant d'un véhicule, d'avoir autant d'éléments de distraction et autant d'éléments graphiques qui, quelque part, viennent perturber la conduite? On peut imaginer que ça puisse servir le passager, les passagers, mais le conducteur. Matt, est-ce que toi, aujourd'hui, t'apprécies quand tu rentres dans ta voiture, quand tu es au volant de ta voiture, d'avoir autant d'éléments graphiques, d'interface? D'aucuns le comparaient, cette nouvelle version de CarPlay, avec ce que propose Tesla. Et il faut reconnaître que Tesla a aussi le bon sens de pas trop en rajouter. Il y a une grosse tablette souvent au milieu entre le conducteur et le passager. Il y a parfois, selon les modèles de Tesla, des interfaces derrière le volant qui sont interactives, mais pas toujours. Finalement, est-ce que trop est pas un peu l'ennemi du bien? Est-ce qu'Apple se trompe pas un peu de chemin sur cette histoire? Bon, alors là, il y a beaucoup de choses dans ta question. Ouais, il y avait 54 questions dans la même phrase. Il y a beaucoup de choses. Bon, la distraction. Sur la distraction. Faut que tu te places dans une perspective de véhicule plus évolué que ce qu'on a là. Faut te placer dans la perspective où il va y avoir de l'autopilot. Tu sais, il va y avoir de plus en plus de voitures qui vont, en tous les cas, sur les grands trajets des autoroutes, sans conduire à ta place, au moins avoir une assistante à la conduite plus évoluée qui fait que, oui, tu peux peut-être te permettre d'avoir de la distraction sans négliger la sécurité, bien évidemment. Il y a aussi l'aspect distraction. Place-toi aussi dans une autre perspective. La distraction, d'essayer d'assembler des éléments disparates dans un véhicule. Je t'explique. Un autoradio, actuellement, bien souvent, c'est fabriqué par quelqu'un d'autre que votre fournisseur de véhicule. Ce qui fait que l'interface est moyennement bien intégrée. La console, c'est moyennement bien intégré avec les commodos, avec des choses comme ça. Ce qui fait que présentement, si vous regardez bien votre véhicule, si vous nous écoutez présentement dans votre véhicule, à une lumière rouge, à un feu rouge, regardez la quantité de boutons que vous avez déjà en face de vous, la quantité de distractions visuelles que vous pouvez avoir à des indications. Juste l'autoradio, la console de chauffage, les commodos, il y a plein de sources de distraction dans votre véhicule déjà. Est-ce qu'il n'était pas temps de faire le ménage sur ces sources de distraction et qui de mieux qu'Apple pour faire du ménage dans les interfaces? Alors, pour l'aspect distraction, je te dirais, dans le futur, peut-être on va les utiliser mieux. Et dans le présent, on les utilise mal, ou en tous les cas, il y a beaucoup de distractions. Fait que pour l'aspect distraction, je te dirais, évidemment, il va y avoir des sécurités. Vous ne pourrez pas partir Netflix, Prime Video. Votre app de podcast pour aller interagir avec l'épisode que vous adorez en ce moment. Voilà. Alors, évidemment, il va y avoir de l'information contextuelle. Vous le voyez dans les premières images, les mock-ups qu'on voit. On a le GPS entre la vitesse et l'engagement de la transmission. Fait que vous voyez qu'il y a déjà des façons de diffuser l'information. Présentement, si tu viens dans mon véhicule, c'est le bordel. Toi, tu as une Tesla parce que tout est bien intégré, mais moi, j'ai pas une Tesla. Alors, j'ai mon GPS, c'est mon téléphone avec un fil, c'est brinque-ballant. Il y a mon café. Bref, c'est présentement déjà le bordel dans mon véhicule et je me réjouis de voir ça. Sur l'aspect distraction, je pense qu'on peut l'écarter parce que je pense que ça va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus contextué. L'interface va changer en fonction de ce que vous faites, de ce que vous voulez voir, du type de trajet et puis aussi le fait que vous allez peut-être pas tout le temps avoir une attention 100% sur votre conduite. Sur l'aspect du besoin, de la nécessité de ça, moi, je ne comprends pas qu'ils réussissent à faire avaler. Exemple, ils l'ont dit, que Ford travaille avec eux, que les autres compagnies travaillent avec eux pour l'intégration. C'est un aveu d'échec pour ces compagnies-là de dire, on n'est vraiment pas capable de faire des interfaces comme il faut, on va se faire aider. Et puis, ça va être une motivation pour les acheteurs probablement de dire moi j'ai le Next-Gen CarPlay dans mon véhicule et puis je l'ai acheté pour ça. Ça se peut que ce soit sous cette
aspect court-termiste-là qu'ils ont décidé de faire Mais ce que je vois, c'est que pour la première fois, Apple va avoir des données un petit peu plus intéressantes que juste celles du téléphone. On va avoir des données, exemple de chauffage, on va avoir des données de direction, de comment la personne conduit. On va avoir beaucoup de données. C'est pas intéressant, ça, pour développer l'intelligence artificielle et ainsi de suite pour le futur. Moi, je pense qu'il se positionne super bien pour la conduite autonome en commençant en collectant de la donnée sans faire de véhicule. Et ça, c'est juste farfelu et fou qui arrive à faire ça et faire accepter ça par le marché. Fait que ça, dans ce sens-là, je trouve que c'est un bon coup. Dans le fait que, belle interface, moins de distractions, récolter de la donnée, je pense ils cochent toutes les cases pour pas avoir à développer tout de suite leur voiture, leur service de transport, mais en collectant des données puis en donnant une notion de satisfaction au client. Moi, je trouve ça juste brillant. Est-ce que finalement la voiture Apple, l'Apple Car pourrait ne jamais arriver au même titre que l'Apple TV n'est jamais arrivé, mais qu'ils veuillent faire justement comme l'Apple TV, tenté en tout cas, ils auraient l'ambition d'être un peu le Windows des PC, c'est-à-dire aujourd'hui tu peux avoir plein de constructeurs de PC, tu as Windows, oui il y a Linux, oui il y a plein d'autres systèmes d'exploitation, mais auprès du grand public pour l'usage un peu commun, on a quand même globalement Windows. Est-ce que tu penses que Apple a comme ambition demain pour CarPlay d'être le Windows des PC, que CarPlay soit aux voitures ce que Windows est au PC aujourd'hui en matière un peu de référence interface utilisateur, tu vois. Et est-ce qu'ils peuvent y arriver? Parce qu'on sait à quel point la force d'Apple, c'est de maîtriser le matériel et le logiciel. Et je suis pas certain qu'ils maîtrisent le matériel des constructeurs automobiles aujourd'hui. C'est drôle parce que juste avant la séquence de CarPlay, on vient de dire qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec Home. Et là, moi, je suis en train de me contredire en disant qu'ils ont ça va être merveilleux avec les véhicules. Ouais. La différence, c'est qu'il n'y a pas une diversité si grande de marques automobiles qu'il peut y avoir de marques d'appareils électroniques. Fait que ça, c'est la première chose. Pour répondre à ta question directement, est-ce qu'ils auraient besoin de créer un véhicule? Peut-être à moyen terme, peut-être ça pourrait arriver, mais moi, je me suis toujours positionné. En tout cas, ma philosophie par rapport à ça, c'est qu'Apple veut du service, va dans le service. On utilise le paiement, on a Apple Pay. Si je peux appeler un véhicule CarPlay pour me déplacer d'un endroit à un autre qui va se conduire de manière autonome, presque tout l'écosystème est là, les données vont être là. Fait que je pense que ça va être intéressant. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que Google, Tesla, au niveau des interfaces, Apple maintenant, allô tout le monde, c'est 3 compagnies américaines. Vous êtes l'Europe. Si vous êtes l'Europe, questionnez-vous. Et puis, c'est annoncé qu'il y a un partenariat avec Renault. Questionnez-vous. Parce que ça va être les données, l'information et la façon de conduire. Et imaginez-vous, c'est pas ça qu'on souhaite, puis c'est pas ça qui va arriver, c'est pas ça, mais imaginez-vous des enjeux géopolitiques comme on peut avoir entre l'Ukraine et la Russie et le reste du monde contre la Russie. Imaginez-vous des enjeux géopolitiques, de la pression qui est faite sur ces compagnies-là, puis on dit demain, tous vos véhicules en France, on les éteint. Vous pouvez pas vous déplacer. Pour moi, je pense que c'est là le nœud de la guerre de CarPlay, c'est de voir que, encore une fois, puis au Canada, on n'est pas beaucoup mieux. On est guère mieux. En fait, on n'est pas mieux du tout. On ne développe pas ces technologies-là novatrices, ou en tous les cas, ça ne prend pas de l'élan autant que ce que pourrait faire Google, ce que pourrait faire Microsoft, ce que pourrait faire Apple. On ne les a pas au Canada, on ne les a pas dans les autres pays, puis ça va porter des enjeux économiques, puis géopolitiques, tantôt tout à l'heure, pour tout ce qui est données et utilisation de nos appareils, voire on pourrait brider, on pourrait dire... Et c'est pas de la science-fiction, là. Rappelez-vous, on a bloqué Huawei. Rappelez-vous, on a bloqué on s'est questionné sur TikTok. Il n'y a rien d'extraterrestre dans ce que je vous dis là. Questionnez-vous sur le fait qu'il faudrait avoir une certaine volonté politique pour développer ces technologies-là dans les autres pays que les États-Unis.
Ouais, ou une ressource en matière d'entreprise privée suffisamment forte, mais qui n'existe pas Oui. aujourd'hui. Oh, l'Europe, on sait comment ça fonctionne hein, maintenant, tu sais, Matt, c'est on attend, et quand on est dépassé, on est les premiers à mettre en place les meilleures régulations possibles. Donc tu vois, ça va faire pareil, je pense. Petit clin d'œil aussi pour dire qu'évidemment en Chine, le travail avance bien sur ce sujet-là, et je pense qu'effectivement les concurrents de ces boîtes américaines sur ce type de service-là, ce seront les Chinois, évidemment. Mais Next Gen CarPlay, pour moi, c'est à la fois merveilleux, questionnable, mais c'est le truc de la conférence qui m'a le plus allumé. Bon, eh ben, écoute, on verra en tout cas à quel rythme ça va arriver dans notre quotidien. C'était intéressant de voir cette étape en tout cas. Quelque chose de plus de l'ordre de la petite pause, j'ai l'impression dans les conférences parce qu'on est vraiment pas sur la révolution, mais bon, c'est plaisir, on le relaie quand même. WatchOS 9, bon, des nouveaux cadrans, une nouvelle interface pour Siri qui ressemble évidemment à celle de l'iPhone avec la petite bubule quand vous lui parlez. Un truc indispensable à souligner dans Tech Café, le fait que vous ayez des nouveaux podcasts à suggérer, donc directement dans votre monde si jamais vous écoutez les podcasts. Donc par exemple, vous pouvez écouter Tech Café et puis savoir qu'il y a aussi Relive qui pourrait vous intéresser ou Apple différemment. Bref, plein d'autres podcasts géniaux que vous ne devriez pas manquer. Donc activité avec des nouveaux indicateurs assez bluffants en matière d'intelligence artificielle, notamment la mesure de l'oscillation du corps en course, simplement avec votre montre. J'ai quand même assez dingue. La longueur de foulée, la durée de contact au sol. Bon, des choses qui méritent toujours d'être testées, mesurées et comparées avec ce que font déjà les acteurs sportifs dans ce domaine, mais quand même assez intéressant. La création de programmes d'entraînement directement dans la montre, plutôt cool. Une gestion du sommeil qui est avancée. Alors j'avoue que moi je n'utilise toujours pas ma montre pour traquer mon sommeil. Tu vas me dire juste après Matt si toi c'est ton cas et si jamais ça t'intéresse. Et puis un truc que j'ai trouvé quand même plutôt chouette parce que très malin et assez facile probablement à intégrer et je pense que ça peut aider au quotidien, au global, c'est la gestion des médicaments. Alors oui, vous pourriez le faire avec votre smartphone, vous pourriez le faire avec plein d'autres choses, avec un carnet papier, mais je reconnais que l'interface de la montre est assez pertinent pour la gestion des médicaments et je le dis vraiment en pensant d'ailleurs aux autres montres Android qui peuvent exister. J'imagine qu'il y a des très bonnes apps qui le font, mais voilà, qu'Apple le propose nativement dans WatchOS 9 avec une application dédiée, c'est plutôt chouette. Matt, hyper enthousiasmé par WatchOS 9, j'en doute pas une seule seconde. Non. non, vraiment pas. C'est du bienvenu, on va dire. Mais... Ouais, c'est ça. C'est encore une fois des innovations. Pas des innovations, non, justement. C'est de l'évolution. Gestion des médicaments. Ce qui est bien noté, c'est les contre-indications sur des posologies croisées. Hein, quand vous avez des types de médicaments qui devraient pas, qui pourraient faire interférer sur d'autres types de médicaments, ou nous montrer qu'on va avoir des alertes en tous les cas. On va pouvoir avoir plus d'informations. Ça, c'est bienvenu parce que je ne sais pas comment est votre système de santé en France, mais le nôtre est en perdition. Ah oui, les systèmes de santé publique, c'est un peu compliqué parce que, ça mélange toutes sortes de professionnels. Mais bien souvent, il y a des gens qui se font prescrire des médicaments, puis c'est rendu chez le pharmacien qui fait comme « Oh, attention, vous avez deux types de médicaments qui ne devraient pas être mis ensemble. » Fait que bref, c'est quand même bienvenu d'avoir ce genre d'alerte-là, mais j'ai toujours un malaise quand on parle de ces éléments de santé-là particuliers. Je ne parle pas de faire de l'activité physique, d'avoir des... Mais que... Pas la santé, mais la médecine, c'est ça que tu veux dire. La médecine, c'est ça. Tout ce qui est... Tous ces éléments-là, que ça soit dans le privé. J'ai rien contre le privé, hein, c'est correct, mais ces éléments-là de sécurité, pour moi, je relèguerais ça plus à des éléments étatiques, plus au niveau du gouvernement, plus que dans des compagnies. Alors, c'est un aveu de non-fonctionnement, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai toujours un petit... ça me fait toujours un petit pincement au cœur pour voir ces éléments-là de sécurité qui sont aux mains des compagnies. Ouais, je le vois comme une couche supplémentaire en fait dans l'éventail des services en matière de médecine qui sont apportés. Tant qu'ils se substituent pas au socle des États, je me dis que c'est toujours bienvenu. Mais ouais, ça fait poser question. On aimerait que ce soit plutôt les États qui arrivent à proposer des choses qui vont dans ce sens-là. Bon, je pense tout ce qui est en lien.
Ouais, c'est ça, tout ce qui est en lien. Ouais et non. Tout ce qui est en lien avec la sécurité, à tout le moins. Mais c'est ça. Moi, je vais l'utiliser, c'est sûr. Mais je sais que ma copine va aussi l'utiliser. Mm. Mais encore une fois, j'aurais aimé ça que ça soit à partir d'un fichier central du gouvernement que mon médecin peut consulter, qui a les alertes automatiques, puis que c'est au niveau gouvernemental, ça aurait été fait. Tu vois, quand mon médecin me prescrit un médicament, ben, la contre-indication, il le voit automatiquement parce que son système, à lui, maison gouvernementale, lui dit Je comprends. pas une montre qui est obligée de le faire. Je comprends tout à fait. Oui, t'as raison de me reprendre en disant qu'il travaille effectivement pas main dans la main. T'as entièrement raison. Bon, écoute, chacun sa place sur le sujet. En France, on a le dossier médical. J'ai bouffé son nom, tu vois, tellement on l'utilise, je n'ai même plus son nom. Mais qui est quand même un truc qui semble aller dans la bonne direction et qui, de l'aveu des journalistes qui l'ont testé, est quand même assez convaincant. Donc, probablement que ça va venir aussi. C'est pas encore là au quotidien. On va faire peut-être une petite transition au passage sur sur iPadOS, pardon, avant de terminer par le Mac, parce que c'est quelque part là aussi la continuité, donc ce qu'on a pu dire pour iOS et ce qu'on va dire pour macOS. Grosso modo, peu ou prou, quand c'est évident, ça s'intègre aussi dans iPadOS. Il était question l'an dernier, Matt, dans le cadre d'une interview avec Craig Federighi de l'application météo sur iPad. Je crois que c'était Marcus Brownlee qui disait mais pourquoi il y a toujours pas d'application météo, et Craig Federighi qui disait mais le jour où on proposera une application météo sur iPad, c'est qu'elle fera quelque chose de suffisamment incroyable qu'elle aura mérité sa place. Bon, à croire qu'ils ont trouvé. L'application météo arrive donc sur iPadOS. C'est probablement l'info la plus marquante de cet épisode, et je sais pourtant à quel point la gestion de la météo est la préoccupation numéro 1 pour vous au quotidien. Bah écoutez, vous pourrez le faire sur l'iPad. Mais pas de calculatrice, pas de calculatrice. Non, mais parce qu'ils attendent d'avoir là aussi la calculatrice complètement révolutionnaire et qui fasse. Ouais, bien sûr. Peut-être je confonds. C'était pas effectivement la calculette pour laquelle il disait que la fonction devait être complètement révolutionnaire pour être intégrée. Dans tous les cas, il aurait pu le dire pour l'une ou l'autre, tellement c'était un pitch de vente. C'est vrai. Bon, après c'est bien, hein, ça arrive, tant mieux, c'est toujours du plus. Des éléments de collaboration qui sont hyper intéressants, avec des démonstrations très convaincantes, notamment autour d'échanges, par exemple sur FaceTime, qui peuvent s'appliquer sur une application. J'ai perdu le nom, si tu la retrouves, je suis très preneur, Matt, pour me compléter, mais une application de tableau banc, donc un espace virtuel complètement freeform, qui sera probablement traduit en français avec un nom savamment trouvé. Mais qui vous formes gratuites. Bien joué. Mais qui vous permettra donc de dessiner et d'écrire sur un espace complètement vierge et complètement libre et de manière collaborative. Vous pourrez faire pas mal de choses en collaboration avec les différents utilisateurs, donc ce sera aussi dispo sur iPadOS. Un Game Center nouvelle version. Alors ça a toujours pas été quelque chose qui a vraiment convaincu les joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils persistent à vouloir proposer un Game Center. Donc il y aura une nouvelle version du Game Center. Ils ont parlé. Tu sais qu'Apple fait beaucoup d'argent avec les jeux vidéo. Hein, les articles tout à fait. Je l'ai noté tout à l'heure pour les petits articles qui sont pas de la WWDC, mais presque. On peut le relayer tout de suite. C'est assez dingue. Moi, j'ai été très surpris de voir que pour l'année 2021, Apple fait moins d'argent que Sony à l'année, mais on fait plus que Microsoft et évidemment plus que Nintendo, ce qui est dingue. Donc le jeu vidéo rapporte plus d'argent à Apple qu'à Microsoft. J'étais estomaqué quand j'ai vu ce chiffre. Vraiment, j'aurais pas pensé. Mais bon. Et c'est là que tu vois la stratégie d'avoir un Apple Arcade avec une location, un paiement mensuel pour avoir une librairie de jeux qui, ma foi, si vous y avez été dernièrement, s'embellit et s'en mieux de jour en jour. Ah bah écoute, tant mieux. Moi j'avoue que il y a beaucoup trop d'offres dans un service par abonnement pour moi, et j'ai vraiment pas assez de temps. T'as juste à prendre l'abonnement complet d'Apple avec ton cloud, tes jeux, tes films, ta musique. T'auras pas besoin d'aller ailleurs, Guillaume. Ah, c'est beau. T'as raison. Mais je préfère jouer sur une bonne télé, moi, avec plus de ressources matérielles. Bon, bref. Donc, en tout cas... Avec l'Apple Télé Plus, 4K, dernière génération.
Ah, tu remplaces tellement bien Léo Duff qui n'a pas pu se joindre à nous. Bon, bien joué, bien joué. Écoute, en plus, ils intègrent bien les manettes maintenant. En tout cas, il y a aussi plein d'éléments fonctionnels du système d'exploitation Mac qui a été basculé dans iPad. Donc, plein de petites, des raccourcis notamment, le fait de pouvoir personnaliser les menus dans les apps, etc. Donc, pas mal de choses qui sont maintenant de l'acquis pour un système d'exploitation pour ordinateur qui va être intégré pour iPadOS, une bien meilleure gestion de la mémoire qui va évidemment faire plaisir aux possesseurs d'iPad qui ont des puces M1, puisque jusque-là l'utilisation de la mémoire unifiée qui est gargantuesque était très difficile avec iPadOS, donc désormais les applications vont pouvoir mieux tirer parti de la gestion de la mémoire disponible sur le M1. Et puis pour conclure et faire une forme de transition vers le Mac pour terminer les news de cette WWDC, Stage Manager, j'ai du mal à le décrire et je pense que c'est c'est beaucoup trop ambitieux de le faire à l'audio, mais je le perçois comme potentiellement, comme je le disais en intro, soit une manière très intelligente de gérer les fenêtres d'application qui ira tout à la fois très bien au Mac, mais aussi et surtout à l'iPad, notamment dans le cadre d'une gestion multitâche. Et d'autant plus approprié que l'iPad va mieux gérer les écrans externes. C'était un très gros reproche qu'on pouvait lui faire et a priori ça c'est vraiment quelque chose qui va enfin pouvoir changer. Et donc Stage Manager qui est cette espèce de mix entre du multitâche et en même temps le mode exposé que vous connaissez peut-être sur Mac ou les modes équivalents sur Linux ou sur Windows où vous avez l'étendue de toutes vos fenêtres à l'écran. Je suis encore dubitatif. J'ai peur que ce soit une fonction gadget qui soit pas très convaincante. Si c'est pas le cas, ça risque de vraiment changer la donne pour l'iPad. C'est quelque chose qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'iPad, c'est de dire oui, ok, il y a beaucoup de choses qui sont très chouettes, mais ça permet pas de remplacer la liberté qu'on a avec les fenêtres sur un ordinateur quand on fait du multitâche, quand on utilise plusieurs applications. Matt, est-ce que tu penses que l'iPad va enfin devenir un ordinateur dont l'interface sera aussi versatile que les ordinateurs PC et Mac qu'on connaît aujourd'hui, ou est-ce que c'est une fonction gadget qui va être oubliée dans quelques semaines de bêta? C'est une bonne question. Moi, je me réjouis de voir une gestion des fenêtres sur les Mac, sur les iPad Pro. Quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, c'est bon, je vends tous les autres portables que j'ai dans la maison et je n'ai que mon iPad Pro. C'est à la fois malin et ambitieux dans le sens malin pour la même fonctionnalité d'essayer de régler deux problèmes, c'est-à-dire les fenêtres sur iPadOS et la gestion des fenêtres sur macOS qui est déficiente pour le moins et compliquée à gérer. Alors, j'ai vraiment hâte d'essayer. Alors, évidemment, tous ceux qui écoutaient, je vais le dire dans l'enregistrement d'Apple différemment, je le dis dans chaque, avec Audrey, on le dit à chaque enregistrement d'Apple différemment, n'installez pas la bêta présentement, n'installez pas la bêta pour tester. Laissez les journalistes commencer à vous montrer ça. J'ai hâte de l'essayer pour pouvoir te répondre. Toutefois, ce qui m'a convaincu dernièrement, et je l'ai essayé il n'y a pas très, très longtemps, tu sais, c'est la façon de glisser ta souris de ton Mac vers ton iPad qui est bluffante, qui est hallucinante. Alors, s'ils ont réussi à gérer des fenêtres, déplacer des fenêtres maintenant, parce qu'on déplace du contenu, on déplace des images et ainsi de suite entre les deux écosystèmes, pas les deux écosystèmes, entre les deux plateformes, à l'intérieur de l'écosystème, s'ils ont réussi à faire ça au niveau des fenêtres, parce que vous savez que quand vous ouvrez une fenêtre sur macOS, vous la voyez si vous ouvrez votre iPad ouverte sur votre iPad. C'est juste bluffant. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Là, ta question, oui. Est-ce que mais l'avenir nous le dira. Et la deuxième, c'est, je pense qu'ils ont essayé de résoudre deux problèmes en un avec cette solution-là. On verra si ça marche. Faut bien se rendre compte, hein. Vous irez voir de toute façon les images et les vidéos si vous voulez en savoir plus, mais ça permet aussi de redimensionner les fenêtres sur iPad. Il y a l'air d'y avoir une gestion qui a l'air à la fois contrainte, mais aussi assez souple de la disposition de fenêtres. Ça peut gérer des groupes de fenêtres aussi. L'exemple tout simple d'avoir l'application Notes, par exemple, et puis le navigateur dans un même groupe de fenêtres, de changer ce groupe de fenêtres avec d'autres groupes de fenêtres. C'est très ambitieux et ça peut vraiment faire date. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de dire et de penser
que ça risque de faire un bide au quotidien. Tu vois, tu parles de la fonctionnalité, je sais plus quel est son nom exact, mais de continuité du clavier et de la souris entre les écrans du Mac, l'iPad, qui est effectivement techniquement bluffante, mais en fait, qui aujourd'hui a été convaincu au point d'en avoir un usage au quotidien. Je dis pas, tu vois, peut-être que toi, Matt, sur ton bureau, quand tu enregistres des podcasts, tu en trouves l'utilité, peut-être que certaines personnes, oui, mais est-ce que le grand public vraiment sert de ce type de fonctionnalité? J'ai peur que ça tombe dans les fausses bonnes idées d'Apple. Mais... D'abord, le grand public n'est peut-être pas forcément grand. Il y a certaines personnes de 1,50 m qui peuvent nous écouter. C'est pas nécessairement du grand public. Merci de leur rendre hommage, t'as raison. Trêve de blaguerie. Évidemment qu'on se parle en technophile aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux. Évidemment. Il y a rien. Et entre fanboys en plus. Oui. Et on parle d'une conférence pour les développeurs. Ouais. Alors, c'est encore plus niché, là, notre émission. Et c'est certain que certains usages ne rejoignent pas la masse. C'est ce que je disais précédemment pour l'iPhone. On est rendu dans l'extrême personnalisation qui... T'es rendu là dans une interface, quand t'es développeur, les développeurs qui m'écoutent, l'extrême personnalisation, c'est quand t'as fait tout l'essentiel. Là, on est rendu dans ces choses-là. Mais par contre, pour la gestion des fenêtres, je pense que c'était pas nécessairement de l'extrême personnalisation. Moi, quand il y a des gens où je leur dis, mais quand on me pose la question quel type d'appareil électronique je devrais avoir, quand ils me répondent par rapport à leurs besoins, je leur dis, ouais, c'est un iPad. Et quand ils commencent à travailler, puis ils font « Ah oui, mais moi, la gestion des fenêtres, c'est un peu compliqué. Comment je fais avec ma souris? » Là, j'ai pas de réponse. Ça, pour vrai, c'est pas niché, je pense. La gestion des fenêtres sur macOS, qui est une catastrophe. Ouais. Vous irez voir d'ailleurs une de mes vidéos YouTube où je montre la façon de gérer des fenêtres comme Windows, une application qui est gratuite. Vous allez voir si vous avez un Mac et vous êtes exténué de la gestion des fenêtres, vous allez pouvoir peut-être avoir une solution. Mais nativement, il n'y avait rien. Et nativement, là, on a une réponse pour macOS. Et puis, pour ceux qui se plaignaient, il n'y a pas de fenêtre de fenêtre ou de gestion de multi-applications sur iPadOS. Ben, il n'y avait rien non plus. Et là, maintenant, il y a quelque chose. Alors, on va juste saluer puis on a hâte de tester. Ouais, écoute, moi ça me donne envie d'installer la bêta effectivement sur mon iPad, mais t'as raison, on peut pas préconiser aux gens de le faire. Un petit mot aussi pour dire que quand vous installez une bêta chez Apple, et que, par exemple, vous avez une panne matérielle, le support ne vous le prend pas en charge si vous avez une version bêta du système d'exploitation. Donc, si vous pouvez faire une restauration vers une version non bêta, tant mieux. Mais si vous n'avez pas accès à la machine pour restaurer une version du système d'exploitation, vous êtes un peu coincé. Donc, faites attention quand même à ce que vous faites. Mm-hmm. On va terminer donc le parcours avec encore une fois le Mac parce que ça va nous permettre de boucler les derniers éléments et puis de donner un petit peu le clou matériel de cette conférence parce que donc il y a macOS Ventura qui a été annoncé, donc qui intègre Stage Manager nativement dans l'interface, donc la même chose que sur iPad. Spotlight qui est enrichi, là aussi il est enrichi sur iOS et sur iPadOS, mais évidemment il le présente parce que c'est une fonction phare du Mac, il le présente dans macOS. Ouais. Alors, ceux qui utilisent Alfred, salut. Ouais, c'est vraiment se faire... du coup, peut-être que Alfred va encore arriver à se démarquer en intégrant encore plus de choses, mais bon. Et puis, Mel qui corrige des défauts rédhibitoires aujourd'hui, mais qui seront probablement pas suffisants pour les power users du mail. Il en existe beaucoup. Il y a aussi Safari avec des groupes d'onglets partagés que vous retrouvez là encore dans iOS et dans iPadOS. Metal dans une nouvelle version qui permet de restituer des promesses graphiques plus intéressantes pour les jeux. Il y a matière à dire malgré tout sur ce sujet-là. On va en toucher un mot juste après. Et puis ça a été l'occasion aussi pour eux de parler de Passkeys, qui est ni plus ni moins que l'ambition de mettre fin à ce cauchemar ambiant de sauvegarde de mots de passe. Vous ne vous rappelez plus de vos identifiants, pas de problème. Passkeys a pour ambition de remplacer tout ça par une connexion
fonction biométrique. Dites-vous qu'au lieu de rentrer un email ou un numéro de téléphone et un mot de passe, cet ensemble d'éléments plus le code d'authentification en 2 étapes que vous avez dans un générateur ou qui vous est envoyé par SMS, eh ben il vous suffit de poser votre doigt sur Touch ID ou de faire reconnaître votre visage sur Face ID et ça fait tout ça à la fois. Donc forcément, c'est très ambitieux, ça pose aussi beaucoup de questions, ça nécessitera aussi un travail assez proche avec les autres entreprises type Google, type Microsoft, etc. Et évidemment, c'est l'objectif de l'alliance FIDO dont on a déjà parlé. Et ils ont de toute façon dit eux-mêmes que la transition serait particulièrement longue. Donc je pense qu'ils sont assez transparents, ils ont apporté beaucoup de promesses, mais ils sont aussi très conscients que ça ne pourra pas arriver demain. C'est un point d'avancement, je pense, dans ce dispositif. Un dernier mot pour dire qu'effectivement, en matière de jeu, il y a un article de Numérama qui dit Resident Evil Village sur les Mac. Apple devrait arrêter d'essayer les jeux vidéo parce qu'effectivement, c'est Capcom qui est intervenu dans le cadre de cette WWDC pour présenter l'adaptation sur Mac de Resident Evil Village, donc le dernier opus de Resident Evil, qui s'appuie sur Metal et qui est censé restituer des performances graphiques de fou avec bon. Et en fait, dans les faits, quand on regarde, c'est graphiquement pas très convaincant. Ça fait moins bien que des consoles de génération précédente. Bon, est-ce que Apple doit continuer à se faire du mal dans l'histoire des jeux vidéo? Oui, si on retient ce qu'on a dit tout à l'heure en matière de revenus, en matière de succès commerciaux, peut-être moins en prenant l'accent des performances graphiques, mais on vous laisse juge. Matt, est-ce que macOS a des éléments qui sont de matière à être soulignés selon toi? J'ai une petite analyse à vous donner par rapport à macOS, là. Vous savez, toutes ces planches qu'on voit avec les carrés qui montrent les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, à chaque fin de bloc dans les keynotes, ouais. Vous voyez ces planches-là avec chaque des carrés, des rectangles qui vous disent, ben, il y a ça, il y a telle fonctionnalité nouvelle, et ainsi de suite. Si vous faites la séquence de la keynote WWDC, vous voyez que sur l'iPhone, il y a beaucoup de carrés. Vous voyez qu'après ça, quand vous allez sur WatchOS, c'est des carrés différents, c'est bien. Vous allez sur iPadOS, c'est les carrés qui se ressemblent. Il y a beaucoup d'éléments qui sont replacés, mais ailleurs. Oui. Et sur macOS, il y en a encore plus. Oui. C'est-à-dire qu'on a redit que on a SharePlay Library, on a dit qu'on a l'application pour enlever les backgrounds, on a dit qu'on a les nouveaux Memoji, on a dit qu'on a l'édition des iMessage. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, ce qui est un constat d'aveu d'échec ou de nouvelles fonctionnalités. J'imagine qu'on va le vendre sous la nouvelle fonctionnalité, c'est le fait qu'on va avoir la caméra de l'iPhone comme caméra principale pour les MacBooks. J'ai vu mon ami Audrey, on va en parler dans l'émission Apple différemment. Elle et moi, on a des Mac Mini M1 et c'est vrai qu'on n'avait pas de bonne webcam à part d'en acheter une chez Logitech, une Brio, un truc comme ça. Et là, dans l'écosystème Apple, d'un seul coup, boum, on a notre application qui va bien FaceTime pour faire de la visio et qui fonctionne avec la caméra de notre iPhone. Alors, pour des créateurs de contenu, et encore là, c'est très niché ce que je veux dire là, je me réjouis de l'essayer, mais pour monsieur, madame, tout le monde, macOS, le seul bas qui blesse, c'est le fait que il ne sera pas disponible sur des versions de Mac physiques qui sont quand même assez récents. Le Mac poubelle n'aura pas le droit à cette version de macOS-là. Beaucoup de Mac Intel que vous auriez acheté il y a à peine 4-5 ans n'auront pas cette version-là de macOS. Évidemment, il nous l'avait dit, la transition, ça durerait 2 ans vers Apple Silicon pour la partie Mac de leur écosystème. Là, ça fait mal. Je trouve que c'est ce qui est à noter, c'est que macOS, ou des évolutions, mais et ainsi de suite, mais c'est le fait qu'il y a vraiment la coupure, et là, elle fait mal parce que si vous avez acheté au niveau professionnel des Mac pour faire de l'édition vidéo et ainsi de suite, vous n'aurez pas la nouvelle mouture de macOS. Mmh.
Ah, effectivement, une transition qui va peut-être être douloureuse pour beaucoup. Tu as raison de souligner cette coqueluche des réseaux sociaux dans les commentaires autour de cette WWDC qui est Continuity Camera. Donc bon, je faisais appareil photo de continuité. Je sais pas comment on doit comment on doit le traduire en français, en bon français. Mais l'idée effectivement est de remplacer votre webcam ou l'absence de webcam de votre Mac en posant votre iPhone. Et évidemment capitalisant sur, il faut le reconnaître, les très bons objectifs de l'iPhone. Plusieurs remarques. La première, c'est qu'ils ont présenté une fonction qui vous permet, dans cette configuration-là, d'avoir le grand angle de votre iPhone. J'imagine que c'est valable particulièrement si vous avez un objectif grand angle, de filmer ce qui se passe au niveau de votre clavier. Donc moi, je suis encore assez sceptique quand je vois la restitution et la qualité graphique de cette restitution qui a été présentée dans la WWDC. C'est hyper convaincant, on a l'impression qu'on a une caméra au-dessus du bureau à la verticale. J'ai vraiment très peur que dans les faits, ce soit très très loin d'être ce résultat-là. On verra ce qu'il en sera. Parce que aujourd'hui, mais voyons, Guillaume, est-ce que tu es en train de nous dire que pendant une conférence d'une compagnie qui veut nous vendre des trucs, ils nous tromperaient? Mais autant Apple, ils embellissent les choses. Mais là, j'ai envie de dire mensonge, pas vrai, faux d'état, parce que quand même, quand tu fais le test en posant ton smartphone à peu près à hauteur d'écran et que tu actives la caméra grand angle, tu n'as absolument aucune possibilité d'avoir cette restitution-là. Peut-être, je leur laisse le bénéfice du doute en matière d'algorithme, mais je reste très très sceptique. Et puis l'ultime question qui se pose, c'est est-ce que, en dehors de certains usages niches, tu as envie de sacrifier ton smartphone et ne plus l'avoir entre les mains pour le poser et l'utiliser uniquement en webcam? Bon, ça, je vous laisse libre de vous poser vous-même la question parce que ça dépend de chacun, je pense. Il faut conclure en disant qu'ils en ont profité évidemment pour annoncer le M2 qui est donc la nouvelle version de leur processeur tout intégré quelque part sur l'architecture 5 nanomètres avec 25% de transistors en plus par rapport au M1, plus 50% de bande passante de mémoire unifiée, jusqu'à 24 Go de mémoire, 4 cœurs performance et 4 cœurs à économie d'énergie, un rapport performance énergie par rapport au M1 meilleur de 18%, GPU 10 cœurs, plus 40% d'opérations en plus en Neural Engine par rapport au M1. Bref, une évolution attendue, légitime, performante, qui montre encore une fois à quel point les processeurs de la gamme M d'Apple sont extrêmement convaincants et évidemment jouent très très fort dans leur rapport performance et économie d'énergie. C'est une itération, il faudra s'attendre maintenant à les avoir régulièrement. Oui, il y aura le M2 Pro, il y aura le M2 Ultra, le M2 Max, il y aura tout ça, il y aura des M3. Bref, on comprend qu'ils sont installés durablement dans cette perspective-là. Je sais pas si ça méritait de... Si, un dernier truc quand même pour dire qu'il y a un nouveau MacBook Air qui a été annoncé avec justement le M2, qui est un peu plus léger, qui a un design qui se rapproche des derniers MacBook Pro et qui, surtout, il faut le dire, a une encoche pour la webcam. Guillaume Poggiaspala sera ravi. Et le retour du port MagSafe dédié à la recharge du MacBook Air qui se détache parce que c'est aimanté si jamais vous prenez les pieds dedans. Tellement encensé, c'est juste ironique de voir que Apple ressuscite un port propriétaire alors que des directives légales vont probablement forcer Apple à commercialiser l'iPhone avec l'USB-C d'ici 2 ans, au moins en Europe. Matt, je sais pas si cette rubrique matérielle soulève une quelconque remarque de ta part. Concernant les ports par rapport au nouveau MacBook, est-ce que tu connais cette chanson dans Le Père Noël est une ordure? Si tu avances et tu recules. Oui, bien sûr. Bon, alors c'est un peu ça pour les ports du MacBook. Ouais. C'est juste. Moi, j'aimais bien la solution d'avant, USB-C qui recharge. Tu branches à peu près où tu voulais, ça rechargeait. Ben, écoute, j'ai mon... On n'est jamais content. Pour le bureau, j'ai une Surface, c'est USB-C. Ils ont un port propriétaire, mais ça marche en USB-C. Merveilleux. Il y a mon iPad qui est en USB-C. Merveilleux. Il y a mon Chromebook que j'ai pour l'école à la maison. Merveilleux, USB-C. Mais non, on va avoir un port propriétaire pour la recharge.
Ouais, bah oui, mais il faut vendre des accessoires, Guillaume, quand même. Oui, s'ils peuvent plus vendre d'accessoires Lightning, ils vont peut-être pouvoir mieux. Et voilà. Et voilà. Mais non, mais on fait des blagues. C'était quand même, pour vrai, moi, j'ai beaucoup aimé la gamme des MacBook Air. Je n'aime pas esthétiquement, je la trouve douteuse, cette version-là, parce que je me demande où est le Air. Rappelez-vous de l'enveloppe de Steve Jobs qui arrivait pendant une keynote et il nous montrait à quel point il était fin. Mais là, il est plus si fin que ça. Et moi, ce que j'aimais particulièrement des Air, et c'est pour ça que je ne rachèterais pas probablement le Air comme ça, c'est que je posais la paume de ma main et l'effet finesse d'en avant faisait que ma paume se déposait bien. Et j'ai des grandes mains aussi, il faut l'expliquer. Et là, quand j'ai un 13 pouces ou en tout cas, quand j'ai un MacBook Air ou Pro où il y a une certaine hauteur, la paume de ma main est entre les deux. Et étant donné qu'il y a une espèce de biseau bien presque affûté chez Apple, ben c'est pas très confortable, je dirais. Fait que, bref, au niveau de la praticité et de la finesse, on repassera, je trouve. Ouais, malheureusement, c'est aussi un savoir-faire d'Apple de parfois aller à l'encontre du bon sens des interfaces sur les appareils, mais pour imposer quelque chose. Bon, écoute, Matt, je pense qu'on a plutôt très bien fait le tour des annonces de la WWDC. De toute façon, je sais que Guillaume Poggiaspala reviendra en fin de semaine. Ça, bon, ouais. Déjà, il reviendra dans Tech Café et surtout, il reviendra un petit peu sur le M2. Je ne manquerai pas, vous y attendez, de le titiller sur l'encoche de l'écran du MacBook Air, mais il y a fort à parier qu'il le fera de lui-même. Je voudrais juste conclure cette émission en mentionnant des petites news très très rapides autour de sujets un petit peu annexes et qui tournent plus autour d'Apple. Juste pour dire, on se doit de vous donner le pouls de ce sujet-là, mais que il y a du nouveau du côté d'Elon Musk autour d'une part des robots. Il serait question d'avoir une présentation de l'Android qui avait déjà été teasé par Elon Musk en bonne et due forme le 30 septembre. Donc, écoutez, si Elon Musk arrive à nous convaincre que plein de trucs chiants que font les humains aujourd'hui seront faits par les robots fin septembre, pourquoi pas. Et en attendant, il se désintéresse de plus en plus évidemment du rachat de Twitter, mais ça c'est les news qui se succèdent et qui se répètent. Il menace désormais d'abandonner le rachat de Twitter en critiquant le fait que l'entreprise, le réseau social, ne divulgue pas toutes les données en matière de spam, en matière d'usage robotisé. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il veut surtout revenir en arrière et qu'il s'est rendu compte à quel point c'était l'enfer de racheter un truc comme ça. Ça ressemble à, tu sais, ces caprices. On les a tous, ces genres de caprices-là où on fait « je l'achète tout de suite » et on appuie sur le bouton, on l'achète et quand on reçoit le mail qui dit « votre produit est en transport en ce moment », tu fais comme « ah ouais, c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir acheté ». Et je pense que, honnêtement, là, je le vois aller... À part faire de la com sur son nom, parlez-en bien, parlez-en mal, je me demande ce qu'il va en retirer de tout ça. Mais bref, c'est farfelu. Là. C'est Dallas, tu sais, la télésérie où il y a plein de rebondissements, mais qu'on sait qu'en bout de ligne, il rachètera pas. Ça succède quand même les gros rachats dont on parle beaucoup, qui buzzent et qui font pchit. Je pense notamment à TikTok, je pense à ARM pour Nvidia. Maintenant, bon, Twitter, le rachat est pas totalement abandonné, mais ça sent mauvais. Côté Elon Musk, donc, moi ça me laisse songeur quand même tous ces rachats qui sont évoqués et qui passent à la trappe. C'est beaucoup de milliards pour des tweets. Beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. C'est quand tu dis que tu veux créer l'économie du futur, sauver l'humanité, et je vais dépenser 54 milliards pour acheter Twitter. Tu fais, elle est où la cohérence, Elon, là-dedans? Ça fait poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, des questions, il s'en est posé pour les salariés chez Tesla, puisqu'il a été question d'annoncer le licenciement de 10% de la masse salariale de Tesla, ce qui représente quand même 10 000 employés. Et il est revenu préciser hier le fait que ça concernait principalement des employés qui ont été recrutés parce que en période de confinement, il y avait besoin de plus de monde et que maintenant, il y aurait pas mal de monde en doublant. Pardon. Pas mal de monde en doublon. Par contre, rassurez-vous, les employés intérimaires, eux, ne sont pas menacés. Tout va bien. Merci
Elon Musk. On a fait le tour des news de cet épisode largement dédié à Apple. Comme je vous le disais, le prochain épisode de Tech Café Weekend va être consacré à d'autres news de l'actu tech qu'il ne fallait pas manquer. Matt, je te remercie infiniment d'avoir participé avec moi à cet épisode. C'était un vrai plaisir de te retrouver, à défaut de te retrouver dans Relife. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Et sinon, à défaut, est-ce que tu veux nous rappeler tout simplement où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Ben oui, profduweb.com, vous avez l'adresse où il y a tous les liens qui vont bien. Alors, il y a ma chaîne YouTube. Hein, si vous êtes un amateur de l'écosystème Apple, vous pouvez voir. Là, je fais beaucoup de tests d'applications et je vous montre beaucoup d'applications que vous devez installer parce qu'ils sont essentiels. Et l'enregistrement d'Apple différemment où on va parler de la WWDC, mais pas sur l'axe nouvelle, plus sur l'axe usage. Alors, ce ne sera pas redondant. Ne vous inquiétez pas, j'ai hâte d'en parler avec Audrey. Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis vraiment ravi de vous retrouver épisode après épisode dans Tech Café. Et moi, je vous dis, d'ici là, rendez-vous sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux, sur le serveur Discord de Tech Café ou dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.